Madame, on n'entend rien. Est-ce que vous voyez la flèche maintenant? Non? Madame, on ne voit pas l'écran. On ne voit même pas l'IRM, madame. Bien. Alors, est-ce que maintenant vous voyez la flèche bouger? Oui. Ok, merci. Zizi. Oui. Alors, donc ici, on a dit que nous avons une IRM de notre patient qui a 10 ans, qui a hypertension intracrânienne, et nous avons une autre coupe qui est normale. Donc là, vous allez voir, vous avez le tronc cérébral, vous avez le quatrième ventricule, et nous avons le vermis en arrière et les lobes occipitaux. Par ici et par là, sur une coupe un peu plus inférieure, nous allons voir les hémisphères cérébelleux. Alors, quand je reviens dans ma coupe de cet enfant, de ce patient, on va trouver un processus expansif intracrânien qui est en hypersignal sur cette séquence en pondération T2. D'accord? Donc, voilà tout ce que je peux dire.
un processus expansif intracrânien centré sur le vermis. Et donc, il va atteindre par ici et par là les hémisphères cérébelleux. Est-ce que vous voyez le V4? Le V4 que je vois ici, je ne le vois plus là, il est comprimé par ce processus qui est juste en arrière, et donc il sera responsable d'une hydrocéphalie. Voilà, donc processus expansif intracrânien vermien en hypersignal T2, avec une compression du V4 qu'on voit là, donc une dilatation des cornes temporales des ventricules latéraux. Parce que normalement, ces cornes, on ne les voit pas, elles sont toutes petites et on ne les voit pas à l'état normal. Par contre, quand il y a une modification, un obstacle sur l'écoulement du LCR, il va y avoir une dilatation du système ventriculaire. Et donc, déjà, je suis en train de regarder, il y a une corne droite et une corne gauche. Voilà, donc, les deux cornes temporales. Cet enfant, on a fait également des coupes en pondération T1 après injection de produits de contraste pour mieux étudier ce processus expansif qu'on a vu tout à l'heure en hypersignal. Et donc, je reviens sur la même coupe au niveau de la fosse cérébrale postérieure et je vais retrouver mon processus. Il est là sur la coupe axiale, il est là sur la coupe coronale et sur la coupe sagittale. Donc, il est fait d'une formation liquidienne, elle est grosse, c'est tout ça, et il est centré par d'autres petites lésions kystiques. Et donc, la lésion est multikystique avec rehaussement intense et irrégulier de la paroi des kystes centraux. Donc, ça, c'est un gros kyste. Et au sein du gros kyste, il y a d'autres kystes, comme celui-là, par exemple, comme celui-là, qui présente une paroi qui se rehausse par le produit de contraste avec un rehaussement important, irrégulier et épais. Alors, à votre avis, quel type histologique peut-on suspecter en premier chez cet enfant? Les types histologiques des tumeurs cérébrales de la fosse cérébrale postérieure de l'enfant. Donnez-moi le nom d'une tumeur que vous connaissez au niveau de l'étage sous-tentoriel, au niveau de la fosse cérébrale postérieure. Crânio-pharyngio. Alors, qui dit mieux? Neuroblastome. Le méduloblastome. Oui, bien. Neuroblastome. Le Neuroblastome. Le neuroblastome, non. Le neuroblastome, c'est non. Hein. Le neuroblastome, il est plutôt aux dépens des surrénales et des chaînes sympathiques. Mais le méduloblastome, oui. Le méduloblastome, c'est une tumeur qui peut exister dans la fosse cérébrale postérieure. Quels sont les autres deux Épendymome. Épendymome. Épendymome et astrocytome cérébelleux. Très bien. Donc, l'astrocytome pilocytique ou l'astrocytome qui est de siège cérébelleux. Eh bien, les trois tumeurs, je peux les suspecter au niveau de la fosse cérébrale postérieure. On revient sur le crânio-pharyngien. Ce n'est pas le site d'un crânio-pharyngien. Alors, le type histologique qui va donc avec à peu près cette lésion qui est kystique avec une paroi qui se rehausse et qui est centrée sur la fosse cérébrale postérieure d'un enfant, elle est plutôt en rapport avec un astrocytome pilocytique. Et on va voir pourquoi j'ai choisi l'astrocytome pilocytique et c'était un astrocytome, parce qu'il a une composante kystique. Alors, voilà mon enfant, je reviens vers ma tumeur au niveau de la fosse cérébrale postérieure et quand je fais des coupes plus hautes, je suis au niveau des ventricules latéraux, oui ou non? Voilà un aspect normal d'un ventricule latéral. Et là, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a ici? Une dilatation des ventricules latéraux avec, je vous ai dit, des signes de résorption transépendymaire. C'est-à-dire, vous avez un hypersignal sur cette pondération T2 claire qui entoure le système ventriculaire. Et pourquoi il y a, vous voyez ici sur un aspect normal, j'ai d'abord un système ventriculaire de taille normale et je n'ai rien entre le ventricule qui est liquidien et entre le parenchyme cérébral qui l'entoure. Mais par contre, ici, j'ai un hypersignal qui témoigne de la présence d'un œdème, c'est-à-dire il y a du liquide céphalorachidien qui ne peut pas circuler normalement dans les ventricules à cause justement de cet obstacle et passer dans le V4 qui est dilaté, et ben, il va essayer, cet FCR, d'être résorbé dans les cellules de l'épendyme. Ces cellules de l'épendyme qui tapissent les parois des ventricules. Et donc, je suis en présence d'une dilatation des ventricules latéraux, comme vous les voyez ici, avec des signes de résorption transépendymaire, c'est-à-dire cet hypersignal qui entoure le système ventriculaire.
Donc, cet enfant, d'une part, il a une hydrocéphalie, c'est-à-dire cette dilatation. Et donc, j'ai deux choses qui vont donner l'hypertension intracrânienne chez cet enfant. J'ai d'abord la tumeur et j'ai l'hydrocéphalie. Et donc, j'ai en plus deux volumes qui vont majorer la tension dans le crâne. Et je parle d'une hydrocéphalie qui vient majorer l'hypertension intracrânienne qui a été au début engendrée par la tumeur. Donc, j'ai deux phénomènes. À votre avis, cette tumeur, on va l'opérer. C'est ça, le traitement, il est chirurgical. Est-ce qu'on peut faire un autre geste pour décomprimer un peu le cerveau? Qu'est-ce que je peux faire avant d'opérer et avant d'enlever la tumeur? Si je vous ai dit que... Dérivation. Très bien, donc j'ai une hydrocéphalie et j'ai une tumeur. La tumeur, son traitement est chirurgical et l'hydrocéphalie pour diminuer un peu cette hypertension parce qu'elle est très grave et je ne peux pas opérer un enfant avec une pression très élevée dans le cerveau, hein, je risque toujours l'engagement, et bien les neurochirurgiens préfèrent toujours faire une dérivation ventriculaire. Bien. Alors, c'est quoi cette dérivation ventriculaire? C'est une sonde qu'on va faire rentrer par un trou ici au niveau du crâne et on va la pousser jusqu'à ce que j'arrive au niveau du système ventriculaire. Vous la voyez ici en blanc, cette hyperdensité, c'est une sonde ventriculaire. Et bien, cette sonde, et vous remarquez que cette sonde va, quelques heures après ou quelques jours après, va un peu diminuer donc les volumes des ventricules et décomprimer un peu le cerveau et favoriser l'épanouissement ou la vascularisation du cerveau après avoir fait l'acte chirurgical sur la tumeur. Donc là, ce n'est pas la peine de revenir faire une IRM pour contrôler avant d'opérer, on n'a pas encore opéré, mais on va faire un scanner et vous allez voir que dans notre pratique courante, on va faire un scanner juste pourquoi? Pour voir si la sonde est bien en place ou non et si le système ventriculaire a été un peu décomprimé, c'est-à-dire s'il a repris une taille un peu moins importante que tout à l'heure. Et donc là, je suis en présence d'une coupe tomodensitométrique, d'un scanner, dans un plan axial sans injection de produits de contraste, montrant une sonde de dérivation qui est en place. D'accord? Et donc maintenant, je peux programmer, pas dans l'urgence absolue, c'est-à-dire je ne suis pas obligée d'opérer cet enfant ce soir parce que là, j'ai décomprimé un peu le cerveau et je peux lui donner, par exemple, pas un rendez-vous, mais je peux le programmer le lendemain en bloc opératoire ou sur le lendemain. Alors maintenant, les tumeurs de la fosse cérébrale postérieure, comme on a dit tout à l'heure, j'ai trois tumeurs qui dominent les tumeurs de la fosse cérébrale postérieure. Eh bien, j'ai un méduloblastome, lui, il est centré sur le vernis, c'est ça le vernis. Sinon, je peux avoir un épendymome, comme vous le voyez ici, et l'épendymome, il est aux dépens des cellules de l'épendyle, et donc il va siéger tout autour du V4. Et là, j'ai un astrocytome pilocytique qui est une tumeur gliale. Cet astrocytome pilocytique, il est donc de siège cérébelleux dans les hémisphères cérébelleux droit ou gauche et il peut être au centre, au niveau du vernis et donc empiéter un peu sur les hémisphères cérébelleux. Et vous voyez ici, mon méduloblastome, il est solide. Par contre, l'astrocytome pilocytique, il a une composante représentée ici par kyste avec une lésion charnue ici. Si je fais l'injection de produits de contraste, je vais trouver cette composante qui se rehausse alors que le kyste ne va pas se rehausser. Alors, je vous donne des exemples maintenant. Voici un méduloblastome. C'est une tumeur, comme je vous ai dit, centrée sur le vernis. Et cette coupe, elle montre un rehaussement qui est très hétérogène de cette tumeur. Après, je vais vous donner un exemple d'un épendymome et vous le voyez ici, c'est exactement comme notre schéma, il est dans le cours également. Tout cet épendymome, il va donc obstruer parce qu'il est au dépend des parois du V4 et il va donc donner une obstruction. Le voilà donc mon épendymome. Et pour l'astrocytome pilocytique, celui-là, c'est pas comme le mien, tout à l'heure chez l'enfant, il était médian. Celui-là, il est au niveau de l'hémisphère cérébelleux gauche. Il a une composante kystique et il a une deuxième composante kystique également, mais qui a une paroi qui se rehausse par le produit de contraste. Voici donc 3 exemples de tumeurs de l'enfant. Alors, votre camarade tout à l'heure m'a proposé le diagnostic d'un craniopharyngiome. Pourquoi? Parce que le craniopharyngiome également est une tumeur de l'âge pédiatrique, on ne la voit pas chez l'adulte.
Et voici le cas d'un enfant âgé de 10 ans. Il a été amené en urgence pour une baisse rapidement progressive de l'acuité visuelle avec des signes d'hypertension intracrânienne. Et vous voyez que autant chez l'adulte, l'hypertension intracrânienne s'installe un peu progressivement, et bien chez l'enfant, il peut y avoir par exemple un flou visuel, ou bien des céphalées, ou bien des vomissements, voire même un retard scolaire, un trouble de comportement. Et tout d'un coup, il va décompenser parce que le cerveau ne peut plus supporter cette hypertension. Et tout d'un coup, l'enfant va arriver dans le cadre de l'urgence alors que le tableau ou la tumeur a pris du temps pour grandir. Par contre, l'hypertension intracrânienne, elle peut se décompenser très rapidement et on ramène l'enfant dans l'urgence. D'accord? Donc, alors, quand on a fait un scanner, comme je vous ai dit rapidement, pour débrouillage chez cet enfant, on a découvert une lésion. Elle siège où? Elle est supracellaire, c'est-à-dire elle est au-dessus de la loge cellaire et elle est loin, elle n'est pas dans la fosse cérébrale postérieure. Vous la trouvez ici. Ça, c'est une grosse calcification. C'est un scanner sans contraste. J'ai une grosse calcification au niveau d'une tumeur. Et là, j'ai une tumeur qui a une composante calcique et une composante tissulaire. Et vous avez ici une composante kystique. Et là, c'est une tumeur supracellaire contenant calcification avec une composante kystique. Eh bien, je suis bel et bien devant un siège de prédilection du crânio-pharyngium. Il prend naissance au niveau de la région cellaire et il va pousser en haut pour être au niveau d'un siège supracellaire. Donc, il est intracellaire et supracellaire. Et bien, ça, c'est un exemple type d'un crânio-pharyngium. Alors, voici un crânio-pharyngium. Voilà, donc la tumeur, on va la voir sur une coupe en pondération T1 avec injection de produit de contraste, cette coupe sagittale en IRM. Et j'ai ma loge cellaire, elle est là, et vous allez voir qu'elle est occupée par la tumeur. La tumeur présente une composante ici qui est tissulaire et une composante kystique qui se rehausse par le produit de contraste. Donc ça, c'est un siège de prédilection, c'est le siège, c'est pas de prédilection, c'est le siège du crânio-pharyngium. Alors, la fosse cérébrale postérieure, maintenant, elle est où? Elle est là. D'accord? Et donc, si j'ai une tumeur ici, je vais dire qu'elle est sous-tentorielle parce que celle-là, c'est la tente du cervelet. C'est sus-tentorielle, c'est sous-tentorielle. Ce qui est sous-tentoriel répond à la fosse cérébrale postérieure. Et donc, là, c'est la région cellaire. C'est compris? Voilà, c'est une IRM avec une séquence T1 avec cadeau. C'est une lésion cellaire et supracellaire à double composante charnue et kystique. J'ai fait un scanner pour débrouillage. J'ai confirmé la présence d'un processus expansif intracrânien et donc j'ai très rapidement fait une IRM pour faire un bilan complet d'extension de la lésion et préparer l'enfant rapidement à une intervention. Et donc là, le crânio-pharyngium, à votre avis, comme il est de siège cellaire ici, intracellaire et supracellaire, il va comprimer quelle structure qui vient par ici? À votre avis? L'hypophyse. Oui, l'hypophyse, elle est en bas, elle est comprimée, bien. Et donc, on peut avoir même des troubles endocriniens. Et qu'est-ce qui peut comprimer une autre structure ici? Nous la connaissons très bien. C'est une structure de l'avant en arrière. Elle commence ici, au niveau des globes oculaires, et elle finit, elle passe par là, c'est le chiasma optique. OK? Et donc, le chiasma optique, il sera comprimé par les tumeurs cellaires et on va avoir des troubles visuels comme des signes d'un processus expansif intracrânien. Quand on fait un examen ophtalmo, on va trouver en fond d'œil, on va trouver un œdème et l'enfant, si on ne l'opère pas rapidement, l'enfant va se retrouver non-voyant. Hein, c'est une cécité. Donc là, c'est le pronostic fonctionnel des globes oculaires ou bien des nerfs optiques qui est mis en jeu. D'accord? Donc la tumeur chez l'enfant 3 au niveau de la fosse cérébrale postérieure et le crânio-pharyngium, c'est dans la loge cellaire. OK? Donc, voilà ce que je peux vous demander de retenir, c'est tout ce qu'on peut retenir hein, dans la pathologie tumorale de l'enfant. Et donc, d'une façon générale, je répète, l'hypertension intracrânienne est une urgence
vital, d'autant plus que l'enfant est de bas âge parce qu'il a un crâne petit, il n'est pas extensible et la modification du volume du cerveau va donner très rapidement une altération de l'état général avec des troubles visuels, avec des vomissements et donc il va engager, l'enfant il peut engager et le pronostic vital il est mis en jeu. Je fais rapidement une IRM. Si je ne dispose pas d'une IRM, je fais un scanner. S'il y a un processus expansif intracrânien, je suis obligée de faire l'IRM très rapidement et préparer l'enfant pour un acte chirurgical. Si je trouve qu'il y a une autre cause qui n'est pas chirurgicale, j'ai le temps d'instaurer un autre traitement ou donner donc un rendez-vous très rapide en IRM. D'accord? Bon, alors, je peux passer à la vignette clinique. Est-ce que vous avez une question sur la première? Donc, on va passer à la vignette clinique numéro 2. Alors là, c'est un nourrisson, c'est un enfant âgé de 2 ans. Il a présenté des convulsions tonico-cloniques de l'hémicorps gauche avec fièvre évoluant depuis 2 jours. Alors, l'examen va trouver un Glasgow à 12-13 avec un syndrome méningé. D'accord? Et ce tableau de convulsions tonico-cloniques qui est soit généralisé, soit localisé, avec fièvre, vous allez le trouver très fréquemment en milieu pédiatrique. Hein. Je pense qu'il n'y a pas une seule garde là où on ne reçoit pas un enfant qui est fébrile et parfois des enfants qui vont convulser à cause de la fièvre. Ce sont des convulsions hyperpyrétiques. Mais il faut éliminer une cause, d'autant plus que j'ai un élément qui est inquiétant, c'est que les convulsions sont localisées au niveau de l'hémicorps gauche et d'autant plus que j'ai une fièvre. Et j'ai d'ailleurs un autre signe de gravité, c'est-à-dire l'état neurologique se dégrade. Mon Glasgow, il est à 12-13 et j'ai en plus un syndrome méningé. D'accord? Donc, le tableau clinique, il est alarmant. À votre avis, à quoi on va penser chez cet enfant? Donnez-moi des suspicions diagnostiques. Méningite. Très bien. Sinon? Une méningoencéphalite. Bien. Oui, c'est essentiel. Céphalite. Une encéphalite, oui. Qu'est-ce qu'on peut avoir également? Qu'est-ce qui peut donner des convulsions? Et enfant fébrile. Céphalopathie. Encéphalopathie, oui, on a dit que maintenant, encéphalopathie, oui. Mais fièvre, convulsions. Abcès cérébral. Bien, abcès cérébral, empyème, tout ce qu'il y a dans le cerveau et tout ce qui peut toucher le ruban cortical peut donner des convulsions. Maintenant, j'ai de la fièvre chez cet enfant. Il se peut que la lésion dans le cerveau, c'est elle qui a donné de la fièvre, c'est-à-dire un abcès, comme vous avez dit, une encéphalite. Il se peut que l'enfant a une fièvre ailleurs, c'est-à-dire a un foyer infectieux ailleurs, et il va faire une autre complication des états infectieux. Par exemple, il a une pneumonie et il convulse et il est toujours fébrile. Donc, il va avoir soit un abcès parce qu'il a une pneumonie donc, et un abcès pulmonaire compliqué d'un abcès cérébral, soit encore, qu'est-ce qui peut compliquer les états infectieux et partir dans le cerveau, à part les lésions infectieuses? Imaginez un peu qu'est-ce qui peut atteindre le cerveau au cours des états infectieux, au cours des troubles de la coagulation. C'est les thrombophébites La cérébrales. thrombose. Bien. Thrombose septique. Oui, tout à fait. C'est la thrombose. Donc, il faut y penser également, oui ou non? Oui, dans un cadre de convulsion, avec fièvre, oui, chez un enfant. Donc, on va penser également à la thrombophlébite. Mais quand vous avez dit, vous avez bien dit qu'il s'agit soit d'une méningite, c'est vrai, parce qu'il a un syndrome méningé et une fièvre, soit une méningoencéphalite, c'est-à-dire inflammation et des méninges et du parenchyme cérébral, les deux ensemble, soit qu'il y a une thrombophlébite cérébrale qui complique une autre pathologie ailleurs, soit encore une autre complication infectieuse, c'est-à-dire un abcès ou bien un empyème. D'accord? Donc, comment je vais avancer? C'est vrai ce que vous avez dit, très bien. Comment je vais avancer? IRM. Je vais faire une IRM. Oui, je peux faire une IRM. Sinon, écoutez. Fonction lombaire. Oui, j'ai vous voyez que le traitement, il est différent. Il est différent. La méningite, la méningoencéphalite, la thrombophlébite, l'abcès cérébral, l'empyème. Vous imaginez que le traitement, il n'est pas le même. Et donc, je dois très rapidement faire mon diagnostic pour instaurer le traitement. Alors, votre camarade a proposé une IRM. Il y a une autre camarade qui a proposé une PL.
Un troisième, qu'est-ce qu'il peut me proposer? TDM cérébral. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un cas d'urgence. Oui, je peux faire une TDM cérébrale rapidement. Tout à fait. Alors, est-ce que la PL, je peux la faire? Parce qu'elle va m'arranger. S'il y a une méningite, elle va me dire qu'il y a une méningite. Une méningoencéphalite également. S'il y a un abcès, je vais trouver également des globules blancs. Je vais trouver une formule qui colle avec une méningite, méningoencéphalite ou encore une lésion infectieuse. Et donc, je fais une PL à mon avis. Oui ou non? Elle est indispensable. On fait TDM avant pour savoir s'il y a un risque d'engagement. Très bien. Voilà. Tout à fait. Donc, votre conduite, faire une PL, mais faire un scanner avant la PL pour vérifier l'absence d'un processus expansif intracrânien, car il y a un risque d'engagement cérébral. Donc, j'ai des convulsions, j'ai des fièvres, j'ai un syndrome méningé, et j'ai toujours peur qu'il y ait un processus. Donnez-moi l'exemple d'un processus expansif intracrânien dans ce cas pour l'enfant. C'est lequel parmi ces lésions qui représente un processus expansif? Abcès. Abcès. Et OPM également. Bien. Donc, Oui. Oui, et l'OPM et l'abcès est quelque chose en plus dans le crâne. Il peut donner une hypertension intracrânienne. Et donc, là, je ne dois pas faire une PL avant de faire mon scanner. D'accord? Et une lésion type OPM ou abcès en scanner, je ne fais pas de PL parce que je dois l'opérer rapidement. Si je fais une PL, l'enfant va engager. D'accord? Donc, scanner avant PL et j'élimine le processus expansif intracrânien et je fais ma PL. Après, j'ai fait une TDM chez cet enfant qui était normale, elle n'a rien montré. J'ai fait une PL et on a découvert qu'il a une méningite lymphocytaire avec des hématies qui sont innombrables, normoglycorachie et avec une albuminorachie à 1 gramme. Donc, est-ce que cette formule est normale? Non. Est-ce que c'est une formule qui peut coller avec une thrombophlébite cérébrale? Non. Elle peut coller avec quoi? La méningite bactérienne. Une infection virale. Tout à fait. Donc, je suis en présence d'une infection virale. Je retiens quoi parmi ces 4 diagnostics? TDM normal, PL formule type virale. Je reprends. Méningoencéphalite. Méningoencéphalite ou méningite aussi? Oui. Donc, méningite ou méningoencéphalite? Méningoencéphalite parce qu'il y a des convulsions. Tout à fait. Donc, même la méningite, on peut convulser par la méningite. Mais là, la méningoencéphalite, elle est plus grave que la méningite. Qu'est-ce que je vais faire, à votre avis, maintenant, pour trancher? J'ai fait une PL, j'ai fait une TDM. C'est normal. Je suis restée entre méningite, méningoencéphalite. Sérologie. Une sérologie. Oui. La sérologie pour me montrer le germe, en fait, mais il peut donner une méningite, une méningoencéphalite. Je veux voir si le parenchyme cérébral est inflammé. Il faut faire une IRM. IRM cérébral. Très bien. Donc, je dois faire une IRM cérébrale. Bien, c'est ça la réponse. À votre avis, avant de ramener l'enfant pour IRM, avant de faire quoi que ce soit, je suspecte une méningoencéphalite. Elle est grave ou non? Elle est très grave. Elle peut engager le pronostic vital de l'enfant. Qu'est-ce que je dois faire comme réflexe avant de m'engager dans les rendez-vous, la discussion, la négociation? Acyclovir. Bien, voilà. Vous êtes fort. Le diagnostic retenu, c'est une méningoencéphalite virale. L'herpès est la cause la plus probable. Et donc, là, la conduite à tenir, c'est instaurer un traitement antiviral, c'est-à-dire à base de Zovirax, acyclovir. Et voilà, donc, j'ai mis le paquet comme ça pour que vous fixiez les idées, et c'est une urgence. Je commence mon traitement, quelles que soient les conditions, pour commencer à traiter cette urgence. Et donc, j'envisage maintenant une IRM cérébrale après sédation. Parce que autant le scanner, je peux le faire sans sédation. Bon, je peux m'arranger pour faire des coupes, pour avoir finalement plusieurs coupes et choisir pour regarder un peu.
je peux me débrouiller. Et bien, pour l'IRM, ce n'est pas le cas. L'IRM, quand l'enfant bouge un tout petit peu, il va y avoir des artefacts et je ne pourrai plus interpréter une IRM. Si vous avez un malade qui est agité, ne le ramenez pas en IRM avant de le calmer ou envisagez une sédation dans le service de l'IRM. D'accord? Donc, cet enfant, on va envisager une sédation et une anesthésie générale et on va faire une IRM. Après, le Zovirax, bien sûr. Voilà son IRM. C'est un vécu, hein, cet enfant l'a vécu. Et donc, j'ai des coupes, vous les voyez ici, les 3 coupes sont des coupes en pondération flair, des 2 flairs, ok? Donc, une coupe, le tronc cérébral, comme on a vu tout à l'heure, la fosse cérébrale postérieure, nous avons les lobes temporaux, je remonte un peu, j'ai les lobes frontaux, j'ai les lobes temporaux, j'ai les lobes occipitaux, et là, j'ai les lobes pariétaux, j'ai les lobes frontaux, ok? Et donc, à votre avis, est-ce qu'il y a une anomalie de signal déjà sur ces 3 séquences, sur cette séquence, ces 3 coupes? Est-ce que vous voyez une anomalie de signal? Oui. Oui, alors c'est où? À droite ou à gauche? Non, là, je suis en flair. Hein. On n'est pas encore allé à... Regardez que les 3 À droite. qui sont supérieures. À droite. Temporal droit. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Une? Qu'est-ce qu'il y a à droite? Une anomalie de signal. C'est un hypersignal de la substance blanche et de la substance grise que vous voyez ici. Et donc, il s'étend où? En frontal, même cette région, elle est frontale. Hein. Le pariétal, c'est là. Le frontal, c'est tout ça. Le pariétal, c'est ça. Et donc, j'ai un hypersignal temporofrontal. OK? Temporofrontal est du côté droit. Alors, quand je fais une séquence en pondération T1, j'ai trouvé qu'il y a un hypersignal anormal. À votre avis, il traduit quoi l'hypersignal en T1? L'hypersignal en T1 sur le cerveau, peut-être avec un saignement. Bien. Voilà, donc j'ai un saignement. Le lobe temporal, il souffre, il est en hypersignal. En plus, sur la séquence T1, j'ai l'hyposignal ici qui répond à l'hypersignal dans cette région. Et j'ai en plus un hypersignal. Ça, c'est le globe oculaire. Hein, c'est une coupe inférieure au niveau du globe oculaire 3. Mais là, j'ai un hypersignal en rapport avec un saignement. J'injecte le produit de contraste et je vais voir qu'il y a une prise de contraste par ici, une prise de contraste qui est leptoméningée, comme vous voyez ici, avec cette flèche. Vous ne la voyez pas ici, par exemple, il n'y a pas de prise de contraste. Ces petits points blancs qu'on voit là, c'est une prise de contraste leptoméningée. Et donc, pour cet enfant, je dirais qu'il y a une anomalie de signal temporofrontal droite avec extension au ruban insulaire, qui est là, le ruban insulaire. C'est ça, un ruban insulaire. C'est ça, un ruban insulaire. Il est là. Hein? Il est là, voilà, c'est exactement celui-là. Et quand je le vois ici, il est en hypersignal. Voilà, le ruban insulaire. Hein? Bien celui-là, il est là. Et donc, avec signe de ramollissement hémorragique, avec rehaussement leptoméningé. Eh bien, je suis en présence d'un tableau typique d'une méningoencéphalite parce que c'est une inflammation à la fois des méninges et du cerveau, hein, du parenchyme cérébral. Je suis en siège temporal et insulaire avec extension frontale et j'ai une prise de contraste au niveau des méninges, c'est-à-dire il y a une composante, il n'y a pas que encéphalite, il y a une méningoencéphalite et un ramollissement hémorragique qui lui aussi caractérise les encéphalites à herpès. Et donc, aussi bien le tableau clinique que les données de l'IRM et la PIL sont compatibles avec une méningoencéphalite de type herpétique. Et donc, j'ai bien fait d'avoir mis l'enfant sous Zovirax, oui ou non? Bien sûr que oui. Vous écoutez? Vous suivez? Ok. Oui, oui. Alors, est-ce que vous avez une question par rapport à ce cas de convulsion hyperpyrétique, de convulsion avec fièvre? Non? On peut passer? Alors, Oui. on va passer maintenant à une autre vignette clinique. Eh bien, là également, c'est un enfant âgé de 2 ans.
il a des antécédents d'épilepsie chez l'oncle maternel. Il a un retard des acquisitions psychomotrices. Et il a présenté des crises. Bon, jusque-là, n'a pas été exploré cet enfant. Et il présente des crises convulsives tonico-cloniques généralisées depuis l'âge de 6 mois. À l'examen, l'enfant, on découvre qu'il a des taches achromiques du tronc. Et là, donc, on est en présence d'une épilepsie. Et je dois faire un bilan d'une épilepsie. Donc, je répète, 2 ans, un oncle maternel qui a une épilepsie, il a un retard d'acquisition et il convulse. L'examen va montrer une tache achromique du tronc. Ça rappelle quoi, à votre avis, ces taches achromiques sur la peau avec une symptomatologie type cérébrale? On est dans quel cadre? Comment on appelle l'entité qui va donner un retard des acquisitions? Elle va donner des épilepsies, elle va donner des lésions cutanées. Phacomateuse. Bien, donc on est dans le cadre des phacomateuses. Très bien. Donc, l'examen à réaliser, il est également une IRM cérébrale. Pourquoi? Pour rechercher des lésions corticales épileptogènes avec recherche de signes d'une phacomatose. D'accord? Et nous avons donc plusieurs phacomatoses. Il y a les neurofibromatoses, nous avons la sclérose tubereuse de Bourneville. Et donc là, on va caractériser cette phacomatose. On va demander une IRM. L'IRM, je la fais sous sédation ou non? Je fais une sédation? Oui, bien sûr, oui. Obligatoirement, parce qu'il a 2 ans et il n'est pas coopérant, cet enfant. Il ne peut pas rester calme sur la table d'examen. J'envisage un bilan pré-âgé et donc je lui donne un rendez-vous. Ce n'est pas urgent, je lui donne un rendez-vous d'IRM et je lui fais une IRM. Alors, j'ai une épilepsie, j'ai un retard mental et j'ai taches achromiques. La phacomatose la plus probable, c'est une triade clinique qui caractérise la sclérose tubéreuse de Bourneville qu'on appelle la STB. C'est comme la banque, hein, comme la Société tunisienne de banque. C'est la STB, c'est la sclérose tubéreuse de Bourneville. Voici son IRM. Alors, tout de suite, regardez bien. Est-ce que vous voyez des anomalies? Là, c'est une soucoupe, comment on dit? C'est dans quelle? Les deux. Elles sont identiques. C'est quelle séquence? C'est des coupes axiales. C'est quelle séquence? À votre avis? Vous voyez le système ventriculaire? Il est en hypersignal. Donc, je suis en quelle séquence? T1, T2, flair, quoi? T2. T2, oui, T2. T2, parce que le liquide céphalorachidien est blanc. C'est un liquide, il est hypersignal. Et là, c'est quelle séquence? C'est une séquence? T2 flair. T1. À votre avis, c'est T1 ou c'est flair? La substance est grise. La substance blanche est blanche. T1. T1, bien. La substance grise est grise, la substance blanche est blanche. Je suis en séquence T1. Je reviens. Est-ce que vous voyez des anomalies au niveau de cette séquence? Ben, moi, j'en vois. Je vois 3 choses sur lesquelles on va revenir. Je vois des nodules sous-épendymaires. J'ai l'épendyle et j'ai des nodules sous-épendymaires, comme vous les voyez ici. J'ai des anomalies de la substance blanche. Vous voyez les anomalies de la substance blanche? Et j'ai des tubaires corticaux. C'est les anomalies que vous voyez ici, au niveau de la substance blanche, au niveau du cortex, que vous voyez ici, et des anomalies de la substance blanche, que vous voyez là. D'accord? Et donc, je vais agrandir un peu les images. Ces anomalies caractérisent la sclérose tubereuse de Bourneville. Elle contient des nodules sous-épendymaires, des anomalies de la substance blanche et des tubaires corticaux. Alors, j'agrandis mon image et vous allez voir que normalement, je ne dois avoir rien. Le bord doit être lisse ici du ventricule latéral. J'ai des nodules sous-épendymaires. Ça, c'est les cellules de l'épendyme qui tapissent les parois des ventricules. Et là, j'ai quelque chose qui fait, c'est un nodule. Hein. Ce sont des nodules
sous-épandymère. Là également, j'ai un nodule sous-épandymère. J'ai agrandi l'image, vous le voyez ici, c'est un nodule et j'ai un autre nodule. OK? Et donc, ce sont des nodules. Et Les après, flèches rouges pour les Ah. nodules. pardon? Les flèches rouges sont les nodules. Oui. Ah, écoutez, ça c'est la flèche, celle-là, c'est un nodule sous-épandymère. Celui-là, c'est soit un nodule sous-épandymère, soit je suis dans une coupe au niveau du plexus choroïde. Mais je suis, je pense que c'est un nodule. Mais retenez que celle-là, je suis en présence d'un nodule. Je vais vous montrer d'autres nodules sur les autres coupes. Alors, là, vous voyez un peu de... Vous voyez ici, là également, j'ai un nodule sous-épandymère. Et donc, j'ai des anomalies de la substance blanche que vous voyez ici. Voilà la substance blanche. Et il y a des anomalies de signal. J'ai également des tubaires corticaux. Le cortex, normalement, il n'est pas... le cortex, normalement, il est en hypersignal, en hyposignal, parce qu'il est en présence d'une coupe en pondération T1. Ça, c'est un cortex normal. Et ça, c'est un cortex avec une anomalie de signal. Donc, ce sont les tubaires corticaux. Et donc, je suis en présence d'une sclérose tubéreuse de Bourneville. D'accord? On ne vous demande pas de retenir les anomalies en IRM, mais retenez surtout et surtout la conduite à tenir. Donc, c'est pour vous dire, si je fais un scanner, je risque de ne pas voir ces anomalies. Je ne les verrai pas. Pourquoi je ne les verrai pas? Parce que le contraste que je vois en IRM entre la substance blanche et la substance grise est très important. Mais en scanner, il n'y a pas un contraste important entre le ruban cortical et la substance blanche. Et donc, le scanner, il ne s'apprête pas à l'étude de la substance blanche et de la substance grise. Je fais idéalement une IRM. Et je vais chercher mes anomalies. Les anomalies de la substance blanche, les nodules sous-épandymères, celui-là, et donc toutes ces anomalies que je ne verrai pas en scanner. D'accord? Pour l'épilepsie également, enfin, pour cet enfant, on a fait le diagnostic de la sclérose tubéreuse de Bourneville. On peut avoir d'autres lésions qui vont donner de l'épilepsie. Il y a par exemple la dysplasie corticale, c'est-à-dire un cortex qui n'est pas normal. Et pour faire le bilan d'une dysplasie ou d'une épilepsie, on revient toujours vers les séquences en pondération T1, T2, flair, ainsi de suite. Et ensemble, on va regarder un peu un enfant qui convulse et on va suivre avec la souris, on va suivre le cortex pour voir est-ce qu'il n'y a pas une anomalie du ruban cortical. Alors là, je suis en région occipitale droite, suivez avec moi le cortex, je le suis, il est toujours normal, d'accord? Et si j'arrive à un endroit là où il n'y a pas un cortex normal, vous me dites. Ok? De l'autre côté, également, est-ce qu'il y a un cortex qui n'est pas normal? Oui, à gauche. À gauche, bien. Donc, à gauche, il y a une anomalie. En haut à gauche, madame. Très bien. Donc, alors, je reviens vers la gauche. Mon cortex normal, il est comme ça. Mais c'est comme ça qu'on fait en IRM. On suit le ruban cortical. Je le suis, et hop. Et là, je suis au niveau d'une anomalie. Il est comment le cortex ici? Le ruban, il est Épais. épais. Bien, il est épais et il est donc dysplasique. Et quand je veux faire la différence, autant ici, j'ai un cortex et j'ai la substance blanche sous-corticale. Cortex, substance blanche. Cortex, substance blanche. Est-ce que là, j'ai un cortex et une substance blanche? Je n'ai pas. Donc, je suis en présence d'un épaississement cortical d'un côté. D'un autre côté, j'ai une dédifférenciation de la substance blanche et de la substance grise. C'est ça ce qu'on appelle la dysplasie corticale, c'est-à-dire une malformation du cortex qui va donner des convulsions, qui va donner une épilepsie. D'accord? Avec ces ellipses. Voilà. OK? Après, je peux avoir une épilepsie et avoir autre chose. Regardez bien. Vous voyez le bord festonné des ventricules latéraux? Ah, pourquoi? Parce qu'il y a des nodules. Vous les voyez, les nodules ici? Eh bien, ça, c'est une autre. Ce sont des nodules de la substance grise dans la substance blanche. On parle d'une hétérotopie de la substance grise.
c'est-à-dire de la substance grise qui va siéger dans un endroit là où elle ne doit pas. Vous avez un cortex que vous voyez ici qui est en hypersignal, et vous avez exactement la même chose qui est au niveau des bords des ventricules. Il y a des nodules anormaux de substance grise qui siègent au niveau des bords des ventricules. Vous le retrouvez également ici. J'ai mon cortex et j'ai des nodules exactement qui ont le même signal comme le ruban cortical, et je le retrouve ici. Donc là, c'est une autre entité qui s'appelle une hétérotopie de la substance grise, c'est-à-dire un défaut de migration de la substance grise qui s'est produite au cours de la vie embryonnaire et que maintenant elle est responsable d'une épilepsie parce qu'il y a des nodules qui sont dans un endroit là où il ne faut pas. D'accord? Donc, autant vous n'êtes pas obligé peut-être d'apprendre par cœur les anomalies des phacomatoses, c'est un peu compliqué. Il y a également les neurofibromatoses, il y a même des tumeurs sur les neurofibromatoses, les fibromatoses type 1, type 2, ainsi de suite, le Storch-Weber. Et donc, je vous demande de savoir la conduite à tenir devant l'épilepsie et comment je peux faire. Est-ce que le scanner peut m'aider ou non? Est-ce que je dois faire une IRM? Oui. Quand est-ce que je peux faire l'IRM en urgence? Non, ce n'est pas urgent. Je fais l'IRM sous AG, c'est oui. Et donc, faire l'étude de quoi? Faire l'étude du ruban cortical très soigneusement parce que c'est là où je vais trouver l'anomalie qui a donné cette lésion épileptogène, parce que certaines lésions vont s'apprêter même à la chirurgie quand on ne peut pas maîtriser donc, le traitement anti-épileptique. D'accord? Voilà. C'est une hétérotopie nodulaire sous-épandinaire. Est-ce que vous avez une question par rapport à ces 3 vignettes cliniques? Bon, je pense qu'il n'y a pas de questions, ça a été clair. À mon avis, vous revenez sur votre cours qui est un peu explicite et vous allez retrouver que le cours va répondre avec cette présentation. Il répond aux objectifs de notre enseignement. OK? Ok. Alors, est-ce que vous avez une question? S'il n'y a pas de question, on va se quitter. Hein? Voilà, donc oui, c'est bon? Donc, Oui, c'est bon. je vous remercie donc pour votre attention. Faites attention à vous, ne sortez pas. Hein? Sortez avec des masques et travaillez bien. D'accord? Révisez ce soir même ce cours que ça vous prend une demi-heure en fait, mais vous allez l'apprendre pour toujours.